eh bien, en effet, il faut acculturer les entreprises, les accompagner dans ce sens, et surtout qu'elles comprennent que nous ne sommes pas des salariés. Ouais. Nous ne voulons pas venir travailler dans les locaux pendant un mois. Nous ne voulons pas... Enfin, voilà. Bah, c'était un peu le sujet de ta dernière tribune pour les Échos, justement, de dire il y a un vrai besoin pour aider les entreprises à mieux savoir travailler avec les freelances. Bien sûr. Un des points de cette tribune que tu notais, c'était justement le fait de devoir faire le deuil de la subordination et de se dire je travaille vraiment avec un expert qui a son propre business et je peux pas le traiter comme un salarié. Bienvenue sur le podcast, Pauline. Merci. Est-ce que ton nom, on dit Tréquesser ? Ouais. Ok. Waouh. D'un premier coup ouais, c'est breton. Je sais que c'est breton, j'ai regardé des interviews. Très content de te recevoir. Ça fait un moment qu'on essaie de se capter, que tu sois à Paris au bon moment, que j'ai le temps pour l'épisode. On le fait, c'est parfait. Pour rentrer un peu dans le contexte et que les gens comprennent mieux qui tu es, ce que tu fais, on sait que tu es bretonne, mais on ne sait pas encore comment et pourquoi tu t'es lancée en freelance, pourquoi tu es devenue indépendante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, avec plaisir. Du coup, merci à toi pour l'invitation sur le podcast que j'ai souvent écouté assidûment quand je travaillais ou quand je prenais ma douche. Trop bien. Voilà, tu es de l'autre côté. À plein d'occasions. Je suis aussi de l'autre côté, évidemment. Et écoute, comment je me suis lancée en freelance, c'était il y a plusieurs années. Je pense que par contre, ça c'est dans mon sang depuis très longtemps. En fait, pour tout te dire, dès la fin de mes études que j'avais fait à Bordeaux, donc une grande école du coup, c'est pas très original, puisque aujourd'hui tu vas me dire que tout le monde en a fait une, c'est vrai. Beaucoup de gens ont fait une grande école. Et bien en tout cas, après ce master en communication que j'ai effectué à Bordeaux, et bien finalement, tu sais, tu as plusieurs options. Soit tu te lances tout de suite dans le salariat, et évidemment, c'est vers là qu'on veut t'emmener. C'est ce que je dis régulièrement. Quelle boîte du CAC 40 tu vas choisir après ton master ça me fait rire. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Et en tout cas, moi, ce qui était sûr, c'était que même si on me le vendait et même si je pouvais y accéder, je pense, de manière très humble, non pas facilement, mais comme tout le monde, on va dire, c'était pas ce qui m'incarnait. Ça l'a jamais été. Travailler pour, oui, mais pas travailler dedans. Et en fait, très rapidement, du coup, tu vois, à la fin de mes études, je me suis lancée en free. Alors déjà... j'avais pas envie d'aller à Paris, j'aimais beaucoup Bordeaux, et surtout, je pense qu'on peut avoir un impact local très fort quand on œuvre pour sa ville et dans sa ville. Et du coup, pour moi, ça a été très naturel de me tourner vers le freelancing assez rapidement. Alors, je pense que tu vois, il y a des gens qui sont faits pour et d'autres pas aussi, et d'autres qui ont des armes et d'autres qui les ont pas. Mon arme, c'est que pendant du coup mes études, j'ai fait plusieurs stages de fin d'études à cette époque-là. Ça remonte un petit peu. Je suis pas très vieille, mais ça remonte un peu. Et en fait, finalement, j'avais 2 années déjà dans des boîtes, dans des agences ou dans des entreprises à Paris et à Bordeaux. Et donc, je me suis sentie capable après 2 années. Donc je n'avais pas forcément la légitimité, je dis pas que j'avais la légitimité, ni la crédibilité. Mais tu sentais en toi que c'était vers là qu'il fallait aller et que c'était le bon moment, quoi. C'était le bon moment pour me lancer vers le freelancing. En fait, ça s'est fait naturellement parce que j'ai eu des propositions de mission à Bordeaux. Donc voilà, à l'époque, j'étais un pied dans le freelancing, un pied chez WeShare, qui est un collectif de freelance aussi international, qui est plutôt axé économie collaborative, futur du travail. Et en fait, on me proposait, tu vois, en même temps des postes de salariés, on venait me chercher. Et le truc, c'est que j'ai essayé, mais j'ai été slasheuse, du coup, tout de suite. Mais ça m'a pas du tout convenu, en fait. Donc, très rapidement, après 18 mois non consécutifs de salariat, je suis revenue très, très vite au freelancing. Et au final, c'est vraiment un modèle de travail et de vie qui me correspond et qui me colle à la peau. Il y a justement une question que je voulais te poser sur cette période dont tu parles quand tu te dis slasheuse. Dans une autre interview, c'était avec WeMind, il me semble, tu partages le fait que tu as pris un CDI, puis un autre, donc tu as été 2 fois en CDI, pendant respectivement 10 et 6 mois, il me semble. Exactement. Et à la fin de ces expériences, tu te dis en fait que tu te rendais compte que ce qui te poussait à accepter ces jobs à plein temps en CDI, même si tu faisais du freelancing à côté, c'était le regard des autres.
et les attentes des autres. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est, en tout cas, c'est ce que tu disais dans cette interview. Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu as ces deux propositions de job. Surtout la deuxième fois, je pense, parce que tu t'étais déjà rendu compte que ça t'allait pas. Qu'est-ce qui a fait que tu les as acceptés et c'était quoi les attentes des autres, entre guillemets, qui t'ont poussé à accepter ça? Alors, c'est une très bonne question. La première fois, donc le premier job salarié que j'ai pris, c'est tombé au moment où j'étais dans WeShare, j'étais aussi à mon compte. Et en fait, ça a été vraiment la pression sociale. Pour le coup, ça a été 5 ans d'études pour se lancer à son compte alors que t'es jeune et que t'as finalement pas tant que ça de crédibilité ou de légitimité pour le faire. Ça a été vraiment, il faut un premier travail. Et finalement, je voyais tous les gens de mon école arborer leur premier CDI le porter fièrement avec des très gros salaires, on va dire de ce que tu prétends quand tu sors de grande école, donc clairement pas ce qu'on te vend. et du coup la première fois ça a été vraiment de la pression sociale, genre on attend de moi que tu sais quand c'est plus fort, je pense qu'à un moment donné, ça résonne tellement fort, il y a tellement de bruit en fait qu'il y a des fois où t'arrives pas à t'empêcher de pas l'écouter en fait. À un moment donné il faut arrêter d'aller contre ce qu'on est en fait, je pense. Et moi ça en fait je pense que ce qui a fait la différence c'est que je l'ai su, ressenti et assumé très vite, donc très jeune. Et donc du coup très rapidement après mes études j'ai été vers le freelancing, je savais que c'était quand même fait pour moi. J'ai quand même succombé à la tentation de ces jobs en CDI, et en fait c'était clairement pas une tentation tu t'es rendu compte à chaque fois, 2 fois de suite. Pour moi c'était blasant, grisant, et ce qui était dur c'était d'aller contre ma nature. Donc j'étais un oiseau en cage, je dis souvent ça, et ça a été le deuxième, c'est ce que j'ai ressenti dans le deuxième job. On m'a donné ma chance, c'était quelqu'un qui me connaissait, qui me recommandait, qui me voulait dans son équipe, et elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast, et c'est quelqu'un que je remercie pour ça. Mais en 6 mois et très rapidement j'ai compris qu'en fait des modèles verticaux où finalement les gens n'écoutent pas leurs collaborateurs, où il faut se pointer à 8h30 du matin, partir à 18h tous les jours, voir les mêmes personnes tous les jours, être dans un bureau fermé, c'est des choses qui m'ont tout de suite très étouffée. En fait, c'était, tu vois, sur le deuxième modèle, c'était pas possible d'être à la fois un pied dans WeShare, qui est quand même un collectif et une structure hybride. Et puis c'est large, t'as énormément d'interlocuteurs, c'est international, donc forcément ça prend beaucoup de place dans ta vie, quoi. J'étais, tu vois, aux deux opposés. Et finalement, ce job au niveau local, donc comme je te disais, avec l'énumération un petit peu, la petite liste des trucs qui m'ont déplu et qui ont fait qu'en fait j'étais étouffée, quoi. Il m'a fallu 6 mois et là ça a été très rapide. J'ai su, le premier jour où j'y suis allée, j'ai su que j'y resterais pas. J'ai mis un pied et j'ai fait... Ça y est, c'est fait. Mais pourquoi ça a pris 6 mois du coup pour que tu partes? Parce que je suis quelqu'un de fiable entre guillemets, donc moi tu vois, tu me posais la question au début, en fait là je rentrais de voyage, j'avais pris 3 mois, j'étais partie en Asie pendant 3 mois. C'est une autre question, je vais te poser juste après. Big up Alexis. Oui, c'est vrai. Et du coup, j'étais partie en Asie pendant 3 mois, et en fait, il se trouve que j'ai eu la proposition quand j'étais aux Philippines, au bord de l'eau, et donc je me suis dit, c'est super, c'est une super... Je reviens et j'ai ça qui m'attend, en fait. C'est trop cool. Et donc, en fait... c'était sécurisant, en fait, comme c'était sécurisant, et puis c'était chouette, tu te dis, bah voilà, finalement, je pars, et en fait, je reviens, et ça je pense qu'il y a un truc intéressant que tu disais aussi, quand c'est quelqu'un qui te choisit toi, et dit je te veux toi dans mon équipe, je te choisis, sur recommandation, t'as aussi une sorte de, comme tu dis, pression sociale de la personne c'est moi qu'elle veut, de quand pas même vouloir la décevoir aussi. Il y a ça qui joue, et du coup je pense que ça peut flouter entre guillemets les choses que tu sais de toi et de où t'as envie d'aller, parce que forcément c'est plaisant, forcément c'est presque flatteur qu'on te dise je te veux toi, et je fais même pas de process de recrutement, je sais pas si c'était comme ça, tu vois, mais... il y en a eu évidemment, mais je pense que comme tu dis, la recommandation joue beaucoup, parce que là pour le coup t'es légitime, donc oui, tout à fait. Il y a l'autre question qui vient du coup sur le voyage, t'es parti en Asie, t'as fait l'Australie il me semble aussi, l'Amérique du Sud, cette fois-ci c'était plutôt en expérience professionnelle, en stage, il y a beaucoup de voyages. C'est quelque chose qui, du coup, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui
je dis jeunesse d'aujourd'hui alors que j'ai 25 ans, c'est drôle, mais je vois beaucoup de personnes qui partent voyager, faire tour du monde, faire l'Asie, faire l'Australie. À l'époque, c'était moi. C'était mon cas, effectivement. Mais un peu en recherche de soi. Ouais. Je l'ai vécu aussi, je suis allé en Australie. J'ai pas voyagé en mode backpack comme toi, t'as pu le faire. Mais je pense qu'il y a des liens entre cette envie de voyage, de découverte de soi et le fait de devenir indépendant derrière, notamment sur le sens de la liberté professionnelle qu'on a, etc. Toi, est-ce que, dès ce moment-là, quand tu voyageais, est-ce que ça a eu un impact sur tes décisions de devenir indépendante après ou pas ? Ça n'a pas eu un impact sur les décisions en tant que telles de devenir indépendant fondamentalement. Par contre, ça a eu un impact sur ma vision du monde, ma vision des choses, ma vision de travailler. Ça a été à la dure, j'avais pas de thunes, j'étais à l'autre bout du monde, personne pour m'aider, me filer de l'argent. On a cravaché. Je suis partie avec ma meilleure amie. On a eu des moments vraiment compliqués en Australie, où on manquait vraiment d'argent et tout. C'était chaud. Ouais. Donc, il y a eu la valeur travail. Là-bas qui a été très forte. On était artisantes, on travaillait en picking et c'était à la dure. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur comment tu vois le travail aujourd'hui dans ton activité de free ? Bah, ça c'est sûr. C'est quel impact ? C'est une évidence. Bah, comme je te disais, la valeur travail, le souci du travail bien fait, de voyager avec une personne aussi comme ça pendant 9 mois, c'est quand même très intense. Donc c'est des relations de confiance, des rencontres incroyables. Donc je pense que ce côté communauté collectif, finalement c'est quand même ancré. Je pense que oui, les voyages ont façonné ma vie d'aujourd'hui. Ce qui fait du coup que l'indépendance est clairement un moyen pour continuer de voyager par exemple, parce que du coup entre Bordeaux, Paris, j'imagine que tu bouges aussi dans d'autres endroits pour le freelancing. Ça m'intéressait de savoir du coup effectivement, parce que moi ce que j'ai ressenti par exemple, je pense la première fois que je me suis frotté au freelancing entre guillemets, c'est quand je suis parti en stage en Australie à la fin de ma 2e année d'études. Et c'était ce qui était présenté comme une agence, mais en fait c'était 2 indépendants qui travaillaient entre Sydney en Australie, Los Angeles aux États-Unis et Manila parce qu'ils venaient de par là-bas, et ils bougeaient et ils avaient des clients dans les 3 et ils arrêtaient pas de passer de l'un endroit à l'autre. Et du coup quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dont c'était le quotidien de faire ça, et avec les méthodes d'apprentissage plutôt anglo-saxonnes de l'Australie qui étaient pas du tout ceux que je connaissais en France, j'ai eu un premier switch dans mon état d'esprit qui était ah ouais, en fait, ce qu'on nous apprend dans les études en France et ce qu'on nous montre et la voie qu'on nous présente, c'est pas du tout celle de tous les gens qui travaillent. Ça, c'est une évidence. Et ça, clairement, ce petit switch-là, dans l'observation du monde, moi, ça a eu un énorme impact plus tard. Ouais. Et c'est aussi beaucoup de post-rationalisation, parce que clairement, quand j'avais 20 ans à l'époque, je me rendais pas compte. Mais j'ai l'impression que ça a vraiment fait partie de ma construction qui arrive à, quand je finis mes études, de me dire je veux et je ne peux qu'être indépendant, je ne peux pas aller travailler dans les structures comme toi, je pense, pour rebondir comme toi, je pense que ce voyage en Australie que j'ai fait quand j'avais 20 ans, donc en sac à dos, m'a fait changer la vision des choses, du travail, du monde, etc. Tout ce qu'on veut, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. À 20 ans, comme dirait mon père, avec ta maison sur le dos, ça fait quand même tout drôle. Et à l'époque, vraiment, en 20 ans, c'était il y a 11 ans, c'était vachement moins commun de partir en Australie comme ça. Ouais. Et depuis, il y a eu le Working Holiday Visa qui permet aujourd'hui à des gens de partir beaucoup plus facilement, mais c'était les prémices. Donc c'était les prémices, c'était quand même moins commun. L'Australie m'a changé dans ce sens-là. J'ai fait un petit 4 mois au Pérou aussi dans un orphelinat, 4 mois de mission humanitaire. Là j'ai pris une claque genre sur vraiment la valeur de la vie tout court. Ouais. Donc ça m'a changé énormément aussi, et ça m'a fait grandir énormément. Et après ce dernier voyage, je pense là, le long voyage on va dire que j'ai fait en Asie il y a quelques années là, il y a 4-5 ans, qui pour le coup là m'a fait comprendre que il y avait des nomades, il y avait des travailleurs indépendants, et en fait qu'il y avait ces modèles alternatifs qui existaient et qu'on n'était pas obligé de travailler aussi au même endroit tout le temps, et qu'on pouvait travailler partout grâce à nos ordinateurs, aux outils collaboratifs, etc. Je le savais déjà avec WeShare, mais je l'ai vécu un peu en Asie, même si pour moi c'était une coupure totale de 3 mois. T'observes d'autres gens pour qui c'est le quotidien et ils sont là-bas, ils travaillent potentiellement avec des gens dans plein d'autres pays. Exactement. Et je trouve ça intéressant quand tu
te confrontes à d'autres modes de vie que t'as pas l'habitude qu'on te montre, ça ouvre un nouveau niveau de réflexion qu'on n'a pas, j'ai l'impression, qu'on nous inculque pas, ou on nous apprend pas à aller chercher d'autres modes de réflexion sur ça. Surtout quand on est observateur. Ouais, c'est clair. Surtout quand toi t'es en vacances, ouais, et qu'en fait tu regardes des gens qui sont dans des cafés, qui cherchent la connexion Wi-Fi, elles sont où les prises. Voilà. Et alors que t'as jamais vu ça auparavant, parce que c'est parce que je pense que c'est pas ce qu'on te montre, et c'est pas ce que tu cherches à voir aussi. J'adore voir ces moments où l'exemple que je peux utiliser, c'est quand un ami te parle de quelque chose, et tout d'un coup tu commences à voir cette chose partout. Oui. Je pense que c'est pareil avec ça. La première fois que tu vois quelqu'un qui a un nouveau mode de travail et que tu l'avais jamais vu auparavant, c'est intéressant, tu commences à le voir partout et tu commences à faire des connexions différentes de ton observation du monde, en fait. Tu sais qu'on est très acculturés, Thomas, nous. Mais en fait, en vrai, ces modes de vie, le fait de travailler partout, le fait là d'être à Paris, d'avoir eu 3-4 rendez-vous dans la journée, de pouvoir être hyper flex, de bosser partout dans le métro en marchant, dans un café, dans une salle de réunion comme on fait là. Tu sais, c'est un mode de vie et de travail qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ou ne soupçonnent pas, en fait. Complètement. Tu vois, moi j'ai plein de potes salariés, ils ont aucune idée que ça existe. Mais comment tu peux produire du contenu, travailler au calme alors que t'es dans un café, En fait, j'ai tellement la tête dans le guidon, les gars, j'ai tellement de choses à gérer dans ma journée. Parce que en plus d'être expert dans mon domaine, je suis ma propre comptable, finalement tu dois être, tu sais, t'as plein de différents rôles, sur toute la chaîne, clair, le freelance c'est un warrior, hein. Non mais c'est vrai. Non, c'est clair. C'est que en fait, je pense que tu bosses partout. Tu dis à vélo, moi je suis à vélo, je bosse sur mon vélo, j'ai mes écouteurs, tu réfléchis, t'écoutes des podcasts. Voilà, j'écoute des podcasts. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a ce côté, on est tellement à fond dans ce qu'on fait, qui fait qu'on a peut-être beaucoup plus de résilience aussi, parce que on est vraiment à fond. Et il y a le côté, tu vois, moi je te le disais tout à l'heure, je vis des trucs sur le niveau perso qui sont inconfortables en ce moment, et ce matin je crois que c'est la première fois depuis presque 4 ans où j'avais pas envie de me lever pour travailler. Et je l'écrivais dans ma newsletter, j'ai une newsletter tous les lundis avec mon programme d'accompagnement que j'envoie, où on l'a appelé comme un lundi, pour changer le rapport qu'on a au lundi matin. Et je disais dans la newsletter ce matin, je disais, c'est la première fois depuis 4 ans que j'ai pas envie de me lever pour travailler. Et je disais que j'étais trop content d'avoir vécu ça, parce que ça me met du contexte dans à quel point je me rends compte que tous les matins, je suis juste tellement heureux de me lever, tellement au taquet de créer du contenu, de faire les trucs. Et je trouve ça dingue, en fait, d'avoir accès à ce bonheur quotidien, de vouloir œuvrer pour toutes les choses qu'on fait. Et ce matin, du coup, quand j'ai vécu ça, bien sûr, avec un peu de prise de recul, 3 heures plus tard, 3 cafés quand ça allait mieux, je me disais, ah ouais, il y a des gens, tous les matins, ils vivent ça. Ils veulent pas sortir du lit pour aller bosser. Et je me suis dit, waouh, j'ai tellement de gratitude de pouvoir vivre la vie qu'on mène en tant qu'indépendant, et de me dire, tous les matins, je suis heureux de me lever, d'ouvrir mon ordi, de faire les choses que j'ai envie de faire, de travailler avec des clients que j'adore. Nous sommes des aliens, hein, par contre, Thomas. Ouais, c'est clair. On est clairement des aliens, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne saisissent pas ça. Mais je pense que on est un petit peu du coup de la même acabit, et je pense que je suis pareil que toi le matin, je suis au taquet, je suis trop heureuse de me lever. Ok, la journée commence, c'est bien, presque bien. Comme dans un dessin animé. C'est clair. Et ça fait un peu flipper, genre mon mec surtout, et mon enfant aussi. Mais en gros, je suis contente de me lever tous les matins. C'est fou, hein. Et je pense qu'il y a des downs, en effet, quand dans ta vie perso il t'arrive des choses un peu compliquées, c'est d'autant plus dur de se relever d'ailleurs, parce que tu es ton propre chef, et il faut se lever, il faut y arriver, quoi. Mais du coup, je pense que c'est bien, parce que ça me permet de reboucler sur les questions que je te posais avant, c'est quoi le truc où, quand tu coupes de ce deuxième CDI, je sais qu'en même temps, tu lançais ton blog Vélo Boulot Bordeaux, que j'ai d'ailleurs utilisé cet été quand j'étais à Bordeaux pour trouver un endroit où travailler. Excellent. C'était très cool. Super. Et tu lances ce projet-là, tu quittes ton CDI. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête où tu te dis enfin, je m'autorise à y aller à plein temps et d'assumer d'être cette alien aux yeux du monde? Le blog, ça a été la révélation pour moi. Et donc, je pense que je parle à un créateur de contenu, donc je pense que tu comprends ce que je veux te dire. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est même dans l'autre sens, tu vois, Thomas. J'ai quitté le CDI, et là, je me suis dit, je veux faire un truc cool. Je veux montrer que j'ai des compétences et des expertises, donc je veux me lancer à fond en free, mais surtout je veux avoir un projet cool. Je veux développer une marque, un projet, et surtout répondre à un besoin.
au niveau local, à Bordeaux. Quels sont les sujets qui me passionnent? Chez WeShare, c'était les tiers-lieux. Tous ces sujets-là m'inspiraient beaucoup. Encore une fois, maintenant, on en entend parler tout le temps. Enfin, nous, il y a encore une population, évidemment, une large population qui n'est pas acculturée. Mais à ce moment-là... c'était encore hyper nouveau, quoi. Ah ouais, il y avait rien. Il n'y avait pas d'infos. On sentait qu'à Bordeaux, ça pullulait, ça commençait, il y avait quelques lieux. Et puis là, en fait, je me suis dit, ça répond à un besoin quand il y a eu une dizaine, une quinzaine. Et je me suis dit, mais comment font les gens pour choisir le lieu qui est adapté pour eux aussi, et là, il a été question du coup de lancer ce blog qui s'appelle Vélo Boulot Bordeaux. Je suis un petit peu moins active dessus maintenant, depuis le lancement du collectif Cosme, mais c'est un blog qui perdure, qui a toujours beaucoup de vues. Et en fait, c'est ce projet qui a déroulé tout le fil de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je vais lancer maintenant. Donc comme quoi, finalement, un petit blog sans prétention au niveau local peut permettre au petit oiseau de sortir de sa case. C'est clair. Je pense que du coup, ce que j'avais cru percevoir dans les interviews et ce que je lisais de ce que tu disais de ce blog dans les autres formats où tu en as parlé, c'est que le fait de lancer ce projet, ça te permettait aussi d'avoir un peu une ligne directrice et de pas être freelance perdu à se demander comment je trouve des clients, qu'est-ce qui se passe maintenant, parce que tu avais ce fond de je sais que j'ai envie de monter un blog où je parle de ce sujet et je vais tester des lieux et c'était un peu le fond auquel tu te raccrochais pour te lancer, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu, tu vois, un côté, la marque est un peu sympa, le blog est propre, c'est quali, tu vois, la rédaction est correcte, les photos, c'est des photos de blog, elle sait fédérer une communauté. L'idée, c'était de montrer tout ce que je savais faire. J'avais fait moi-même mon propre site et tout. Et en fait, avec un peu de recul, tu vois, déjà à ce moment-là, je fédère un peu des gens autour de moi, autour du projet. Un graphiste qui me dit trop cool, un ami graphiste qui m'a dit je te fais ton logo, et puis j'ai commencé à rencontrer quelqu'un qui m'a dit je vais te l'animer, et en fait j'ai fait mon site moi-même, mais j'ai rencontré un dev qui m'a dit attends, je vais t'arranger 2-3 trucs pour que ce soit plus sympa. C'est les prémices du groupe Facebook maintenant, qui est énorme à Bordeaux. Ça s'est lancé en parallèle, ce groupe Facebook. En parallèle du blog. Et ça a été deux éléments déclencheurs. C'est les mêmes personnes avec qui tu commences à réfléchir aussi. C'est un peu ça, c'est vrai. Tu vois, le fait de t'en parler avec toi, finalement, ça me remet dans le contexte. Mais je lance le blog, je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas de groupe pour réunir des freelances quand tu as des questions à poser sur, je sais pas moi, combien de viser ça, comment ça se passe sur la facture, là j'ai un problème avec l'URSSAF, je suis en stress, et comment ci, comment ça. Je me suis dit, mais j'ai tapé freelance Bordeaux. Il n'y a rien qui dans la barre de recherche Facebook. Je me rappelle avoir demandé à une copine, Sarah, mais tu connais pas un groupe? Elle était un peu dans l'écosystème bordelais. Tu connais pas un groupe sur Facebook où il y a des freelances qui se rassemblent? Non. Je dis, ça vaudrait peut-être le coup. Ouais, peut-être. Mais en fait, tu te dis, oui, ça répond à un besoin, puisque 2 ans après, il y a 1600 freelances sur ce groupe. Et qu'en fait, il y a une qualité... des échanges qui est énorme, parce que il y a une sélection entre guillemets à l'entrée, on essaye de faire au mieux, on marche sur la confiance, mais globalement les gens doivent être freelance, doivent habiter à Bordeaux et doivent être raccord avec la charte qu'on a établie, où pas de publicité, bienveillance totale, et l'idée c'est vraiment, l'objectif c'est la solidarité entre freelance. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a eu un peu les mêmes réflexions, pas forcément en même temps. J'ai aussi un groupe Facebook que j'anime autour du programme d'accompagnement qu'on a. Il est ouvert, et quand l'épisode sortira, et c'est un truc que je lance là cette semaine, on va aller plus loin, parce que on voit qu'il y a plein de limites à Facebook, notamment sur l'algorithme et la visibilité des posts. Et en gros, travailler des espaces communautaires où les gens peuvent vraiment interagir, s'entraider, se poser des questions, c'était un truc qui était hyper important pour moi. À la fois de manière ouverte. J'ai fait récemment le premier apéro du podcast où les gens se sont rencontrés, ont discuté entre eux, et c'était génial. C'est super. Et le nouveau format qui est sorti, du coup, quand les gens écoutent ça, c'est un Discord. Je sais pas si tu sais ce que c'est. À la base, c'est un outil qu'utilisent les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gamers, pour discuter entre eux et créer des communautés en jouant aux jeux vidéo. D'accord. Et en gros, du coup, c'est prendre ce même outil et l'adapter au freelancing dans un format qui existe déjà, que d'autres personnes font, une sorte de coworking virtuel, où tu as des espaces où tu peux parler à l'oral et juste échanger avec les gens, des espaces où nous on va apporter du contenu, et d'autres espaces où les gens peuvent écrire et se poser des questions sur des différents formats. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape du groupe Facebook, parce que j'avais envie d'aller plus loin sur ces trucs-là, donc ça me parle forcément.
Et je pense que c'est aussi à la naissance des autres projets qu'on a, et du coup de l'autre projet dont je voulais te parler, qui est ton collectif Cosme. Tout à fait. J'imagine que c'est cette truc de j'ai envie de fédérer un peu l'écosystème bordelais sur les sujets du freelancing qui donne naissance à ça. Ouais, en fait, c'est ce groupe. Alors, c'est en fait la corrélation de deux choses. C'est d'abord le groupe Facebook où je me dis, à ce moment-là, il y a 400-500 personnes. Je me dis, il y a quand même quelque chose. Ouais. Je ne suis pas la seule alien dans cette ville de Bordeaux. Ouais, je suis contente. Déjà, donc je me rends compte que je ne suis pas la seule folle du coin. Ouais. Mais je me dis que j'ai plein de copains en fait qui sont comme moi et en fait très naturellement, il y a eu ça. Il y a eu voilà une strat de com qui a été faite pour un client qui m'a dit je vais faire appel à une agence. Et je me suis dit qu'en fait, il suffirait, parce que j'ai pas la prétention de savoir tout faire, mais à ce moment-là, je me dis ok, il suffirait juste en fait qu'il y ait une personne un peu bienveillante qui fédère une team de free pour répondre aux besoins de toutes les entreprises. Donc au même titre qu'une agence. Ouais, une alternative aux agences. Mais clairement une alternative. Et aujourd'hui, le collectif Cosme, donc on se présente comme étant le premier collectif de freelance structuré en France, en tout cas depuis 2 ans qu'on existe sur ce modèle de travail. On considère que c'est unique. Il y a plein d'autres collectifs qui existent et on est trop content de voir que ça pullule. Ouais. Mais je pense que chaque collectif aujourd'hui se cherche et a son propre modèle. Complètement. Je pense que Cosme, un modèle aussi de travail unique entre guillemets et ça c'est cool et en fait c'est parti de ça en fait, c'est parti de la corrélation de ce groupe Facebook et des échanges que j'imagine il y a eu dessus sur comment on peut travailler ensemble quand il y a des profils complémentaires qui se rencontrent où on peut apporter plus de valeur à ses clients. Et nous aussi, avec le collectif dont je suis parti, où on parle plus d'écosystème, c'est exactement la même réflexion. On n'en a pas assez discuté la dernière fois, mais je pense qu'on a des structures assez similaires dans la manière d'opérer. Mais on n'a pas le rôle que je pense que tu tiens. En tout cas, c'est ce que tu partageais dans un article, notamment dans ta tribune pour les Échos. Je vais revenir dessus. Mais tu parles, et c'est ce que tu mets sur ton LinkedIn, c'est ton titre. Tu parles de toi-même en étant Chief Freelance Officer. Et en gros, de ce que je perçois de ton rôle, et je laisse faire me l'expliquer mieux. Ce que je perçois de ton rôle au sein du collectif, c'est tu fais le lien entre tous les indépendants du collectif pour les fédérer et les structurer entre eux, avec les entreprises qui sont vos clients. Et tu permets aux entreprises clientes que vous avez de mieux savoir travailler avec des freelances, mieux les onboarder, mieux intégrer dans leur process le fait de travailler avec des indépendants. Et en gros, du coup, tu es le point de rencontre. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe concrètement au sein de votre collectif d'avoir ce rôle-là, peut-être même jusqu'à comment vous le financez, me parler un peu de tout ça. Cool. Et oui, avec joie évidemment, je suis là pour ça entre autres, mais mais du coup aussi pour passer un bon moment avec toi, ce qui est le cas. En gros, déjà donc ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on est. Tu sais, il y a 2 ans, c'est pareil, j'avais pas du tout la vision de ce qu'on allait devenir chez Cosme. Forcément. Et tu ne sais pas ce que vous allez devenir. Et je ne sais pas ce qu'on va devenir dans les prochaines années, mais je pense qu'il y a de belles choses en cours. Ça, c'est une certitude. 2 ans après, ce qu'on arrive à dire, donc de base, je disais, c'était qu'on était un collectif de freelance. Ensuite, on a dit qu'on était un collectif de freelance structuré. Parce que il y avait beaucoup de collectifs d'artistes ou de collectifs éphémères, c'est des gens qui se regroupent pour un projet et puis après ça se en fait il y en a des milliers des collectifs en fait depuis super longtemps d'ailleurs et depuis la nuit des temps mais en fait c'est des petits collectifs qui vont se rassembler pendant un temps sur un projet, notamment avec le gros freelance à Bordeaux. Je me rends compte que du coup en ayant créé ce groupe il y a des gens qui interagissaient, qui faisaient des choses ensemble. Bien sûr, c'est les gens recherchent des compétences pour travailler ensemble et se former en collectif, puis ça se désagrège la plupart du temps. Ça se désagrège aussi beaucoup parce que, comme tu dis, en fait, il faut peut-être une personne aussi pour fédérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les collectifs de freelance ne sont pas forcément structurés, sont éphémères ou ne durent pas dans le temps, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas comme toute communauté... S'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait grandir, qui développe, etc. Bien sûr. C'est exactement, je pense que... Bien sûr. Dans les autres épisodes que j'ai fait sur la structuration, la création de collectifs, c'est toujours l'enjeu qui revient. Mais bien sûr. Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte qu'il y ait une personne ou un groupe de personnes dont une grande partie de leur travail, c'est de développer cette communauté, de la faire avancer, sachant que à la base, on se réunit pas en se disant faut que quelqu'un soit payé pour ça, parce qu'on n'a pas envie de recréer des structures salariées, forcément. Tout à fait.
Et du coup, la réflexion de comment est-ce qu'on structure ça pour que cette personne-là, elle puisse soit mettre tout son temps là-dedans et du coup avoir une rémunération pour, où est-ce qu'on trouve l'argent. C'est une réflexion constante, ouais, tu vois, c'est quotidien. Et c'est tests. Collectif, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Sinon, ça marcherait pas. Du coup, on se challenge beaucoup. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes pour que toi, tu puisses avoir ce rôle de Chief Freelance Officer? Alors, donc déjà, au bout de 2 ans, ce que je peux dire, donc comme je te disais, c'est qu'on est un collectif de freelance structuré. Ça, c'est la première chose. Qu'on est dédié à la communication, au web et à l'événementiel. Ça, c'est les domaines d'expertise dans lesquels on intervient. Ce que je peux te dire aussi, c'est que là aujourd'hui on est environ 13, on ne sera jamais plus de 20, parce qu'on souhaite garder le côté humain et on souhaite vraiment conserver cet esprit collectif. On pense, avec toute l'équipe, on a voté qu'au-delà de 20 personnes, on va perdre ce côté collectif et communautaire. Donc ça, c'est un choix de notre part. Donc je te dévoile cette info-là, qui est pas, c'est pas ça, on voit pas du lourd, mais c'est une vraie information pour nous. C'est une taille critique. Bah, c'est un vrai choix, je pense, à partir d'un moment où tu as de la visibilité, un développement, les gens qui se contactent, de se dire, bah, soit on grandit et il faut se structurer pour être grand, soit on reste petit et on garde cette base-là, quoi. C'est ça, ça nous joue et ça nous jouera parfois des tours de rester petit. Avantage, inconvénient dans tous les choses, quoi. Voilà, donc voilà, faut peser dans la balance. Ensuite, donc ça, c'est une chose que je peux te dire. Ce que je peux te dire aussi, c'est que du coup, aujourd'hui, on se définit comme étant la 3e voie. Alors, ça fait un peu secte, c'est marrant, il y a des gens qui nous ont dit, vous faites vraiment flipper chez Cosme. Ouais, alors oui, nous sommes la 3e voie. Et donc, en fait, on se définit vraiment comme le modèle alternatif, la 3e voie, le 3e modèle entre l'agence pure et la plateforme numérique de mise en relation entre les freelances et les entreprises. Nous sommes le 3e modèle. Et je pense, nous pensons collectivement du coup chez Cosme, que c'est le futur du travail en fait. Il y a une croissance énorme au niveau des indépendants. C'est en train de monter, on le sait. Et concrètement, regroupons-nous en fait. Sortons de l'isolement, regroupons-nous. J'ai entendu l'autre jour que les freelances étaient individualistes. Je suis pas du tout d'accord. Ça m'a fait rire. Je suis pas du tout d'accord. De ton avis, les freelances, après 2 années où j'ai vu quand même passer je dirais presque des dizaines de milliers de postes maintenant sur le groupe Freelance à Bordeaux, je suis certaine, et je peux même affirmer, du coup, en tant qu'experte maintenant, que le freelance n'est pas individualiste et qu'il demande qu'une chose. Parfois, il est individualiste par la force des choses, et il ne demande qu'une chose, ce freelance, c'est de la jouer collectif. Clairement. Et chez Cosme, en fait, voilà, on est clairement un peu avant-gardiste sur le sujet. Il y a d'autres collectifs, mais voilà, on va de l'avant et on essaye toujours d'avoir un temps d'avance. C'est d'ailleurs devenu notre mantra et un peu notre baseline chez Cosme, le temps d'avance. Ça, c'est des certitudes après 2 années d'expérience. Tout se construit quotidiennement au fur et à mesure. Et ce que je peux te dire, donc, c'est qu'on a réussi finalement à mettre un mot sur moi, puisque j'étais pas l'alien, mais j'étais à l'initiative. Il faut savoir que le collectif Cosme s'est lancé avec la rencontre du coup de Chloé, qui est graphiste chez Cosme, et de Romain, qui est motion designer. On s'est rencontrés à l'Anticafé à Bordeaux. Et on a été mis un peu en relation finalement par les fondateurs de l'Anticafé Bordeaux à l'époque. Et donc, évidemment, l'idée émane de mon petit cerveau, mais j'ai pas du tout construit toute seule. Et ça aussi, je pense que ça joue beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, vous êtes une agence, quoi. » Non, mais en fait, si tu veux, il y a un projet... Déjà, on n'est pas une agence, on est vraiment un collectif d'indépendants. Il y a une vraie différence entre... la personne qui lance l'agence et qui a plein de freelances qui bossent pour l'agence, et l'aspect communiitaire qui est plutôt la base des collectifs. C'est-à-dire que le nom, je l'ai pas choisi toute seule. Enfin non, mais tout de suite, ça a été une aventure collective, et on a même été donc 3, 4, 5 avec donc 2 développeurs. Donc ça a commencé vraiment avec graphiste motion, moi qui est plutôt donc côté strat de com, et du coup 2 devs. Et donc en fait tout de suite ça a été une aventure collective, et ça on revient pas sur ça puisque c'est l'histoire du collectif Cosme. Ça c'est une chose importante, et là de fil en aiguille le collectif au bout de 2 années grandit, on a des gens qui viennent, qui partent, beaucoup de gens quand même qui sont là depuis le début, les prémices, parce que du coup il y a vraiment pas de comment te dire c'est que du plus en fait, chacun garde ses missions, son indépendance, tu sais, chez Cosme, et on est aussi tous ensemble beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts. Ce rôle de CFO, donc ce que tu disais tout à l'heure, de Chief Freelance Officer, j'aime pas le mot chief, puisque l'horizontalité est totale et tout. Puis c'est repris des entreprises, en vrai, ce truc de si quelque chose haut. Mais en tout cas, ça c'est ressorti au bout d'1 an et demi en fait.
On a commencé à avoir ce mot un petit peu, mais pas beaucoup encore. Hein. Ouais, pas encore, mais j'ai l'impression que c'est justement un peu un buzzword en ce moment dans les médias, de se dire il y a de plus en plus de freelance, les entreprises doivent de plus en plus travailler, on va prendre le si quelque chose O de classique et on va mettre freelance au milieu et c'est devenu un poste, quoi. Et nous, comme des moutons, on a suivi et on a repris le mot. En vrai, je trouve que ça fait sens parce que forcément ça rentre dans le vocabulaire des entreprises, ça leur permet de mieux comprendre. Et en même temps, c'est un vrai besoin de savoir mieux travailler avec des free, quoi. Nous, notre travail, c'est forcément d'acculturer les entreprises et de leur faire comprendre que les lignes sont en train de bouger et que nous sommes en train pas de changer le monde, parce qu'on va pas non plus se prendre pour des héros, mais en tout cas, il y a un truc qui est en train de se passer. Déjà, il faut sentir qu'il y a de plus en plus de free. C'est un fait. Il y a des chiffres, plus de 900 000, et c'était il y a un moment, donc je pense que là 600 par jour en France. C'est en train de croître, voilà, de fou. Merci pour le chiffre, c'est bien. Et donc partant de ce constat-là, au-delà de se fédérer en collectif, eh bien, en effet, il faut acculturer les entreprises, les accompagner dans ce sens, et surtout qu'elles comprennent que nous ne sommes pas des salariés. Nous ne voulons pas venir travailler dans les locaux pendant un mois. Nous ne voulons pas... Enfin, voilà. C'était un peu le sujet de ta dernière tribune pour les échos, justement, de dire il y a un vrai besoin pour aider les entreprises à mieux savoir travailler avec les freelances. Bien sûr. Un des points de cette tribune que tu notais, c'était justement le fait de devoir faire le deuil de la subordination et de se dire je travaille vraiment avec un expert qui a son propre business et je peux pas le traiter comme un salarié. Est-ce que tu vois d'autres points, du coup, où les entreprises se doivent changer leur manière de voir et de travailler avec des, entre guillemets, prestataires, même si c'est pas le mot le plus sexy, celui que j'adore. Mais c'est quoi les clés que tu dirais qu'une entreprise doit intégrer pour mieux travailler avec des freelances, du coup, à part ce truc de la subordination? Alors, il y a cette subordination, le côté très vertical, c'est sûr. Il y a le côté faire confiance, en fait. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de lieu physique où on doit venir tous les jours. Il y a la flexibilité aussi, d'apprendre aussi à travailler avec des outils collaboratifs. Comment tu travailles avec quelqu'un qui est à l'extérieur de ton entreprise, qui a une vraie valeur ajoutée à apporter à ton équipe projet. Comment tu la greffes à ton équipe projet et comment tu arrives à fédérer cette nouvelle équipe. Tu as, je sais pas moi, 4-5 personnes sur un projet en interne et tu agrèges une ou deux compétences, un freelance par exemple. Déjà, comment tu détectes le besoin, comment tu intègres cette personne, comment tu la briefes, comment tu la manages du coup, parce que ce n'est pas un salarié. Tu peux pas avoir la même approche, tu peux pas avoir le même discours, tu peux pas avoir les mêmes techniques, les mêmes méthodologies de travail. Et au-delà de ça, tu dois la fidéliser, parce qu'en plus si ça s'est bien passé, l'idée c'est que ce soit pas du one shot et que tu puisses ensuite continuer à travailler avec elle sur le long terme. C'est clair. C'est clair que ça pose énormément de questions, je pense, côté entreprise, ou rien que ce que tu disais sur les outils de travail. Anciennement et historiquement, je pense, en entreprise, on construit des outils de travail pour l'entreprise en interne. L'idée de, à chaque fois, travailler avec des nouveaux freelances, devoir passer du temps à leur faire monter en compétence sur ton outil à toi, devoir lui faire comprendre la marque, lui faire comprendre le projet sur lequel tu travailles, c'est un vrai boulot. Et je pense que avec le temps, il faut intégrer comment est-ce que les outils de base qu'on utilise même en interne à l'entreprise, ils puissent être assez facilement calcables sur quelqu'un arrive de l'extérieur. En une demi-journée, il peut capter tous les outils qu'on utilise et passer peut-être de boîte en boîte et intégrer ça. Et l'onboarding va c'est clair. Va être un boulot de dingue. Je pense qu'aujourd'hui, les directeurs de ressources humaines ont déjà assez de travailler avec les salariés. Et je pense en effet que du coup, des profils de CFO demain vont pulluler et intégreront les entreprises, ou alors les entreprises font appel à des prestats extérieurs ou des personnes... ce qui est intéressant du coup, qui est du coup plutôt toi, ton profil aujourd'hui, tu n'es pas interne à une entreprise, mais comme toi, tu as une communauté de freelance avec qui tu travailles tous les jours, bien sûr. Réussir à les calquer eux dans les entreprises clientes, effectivement là, ça donne beaucoup de sens à ce rôle-là pour toi. Est-ce que c'est quelque chose, genre 100% de ton temps d'activité, c'est dédié à ça? Ou Alors, pardon, non. Pardon, tu acquiesces la question. Alors non, bien sûr que non. Mais maintenant, il y a une grosse partie, en effet, où... Alors, du coup, le côté CFO au sein du collectif Cosme, c'est à toute petite échelle.
Donc j'ai énormément de temps aujourd'hui qui est dédié au sourcing des meilleurs freelances, des meilleurs talents, dès qu'il nous manque une compétence, c'est de pouvoir aller la trouver. Voilà, on a notre système de gouvernance qui est propre chez Cause, on est en train d'ailleurs de l'écrire là en ce moment, avec donc 2 cercles, un cercle 1 où on sera jamais plus de 20 et du coup un cercle 2 de personnes qui vont être très spécialisées dans des domaines. Qu'on ira chercher en fonction de besoins très précis. Quoi. Je te donne stratégie d'acquisition B2B, photographe culinaire, tu vois, des trucs, des métiers un peu spécifiques, où il n'y aura pas une demande récurrente tous les jours, mais il peut y avoir quelques demandes par an, et donc c'est bien d'avoir ces personnes dans notre écosystème. Là, c'est intéressant parce que j'ai mis en place, je sais plus quand, je crois que c'était septembre, le même appellation de cercle chez nous, dans le collectif. J'ai pas un mot plus sexy pour l'instant. Bah, moi non plus. Mais il y avait un cercle du noyau dur, en gros, le cercle 1, où on était le petit groupe qui se réunissait toutes les semaines pour travailler sur le développement. Puis un cercle 2, des gens qui étaient presque constamment staffés sur nos missions. Et un cercle 3, qui était plutôt, effectivement, du coup, ce cercle plus large de talents auxquels on fait appel, mais qui font pas forcément partie de l'appellation de la marque, quoi. Mais qui sont des prestataires auxquels on fait appel, entre guillemets. Je sais pas vous, mais pour le coup, dans ce cercle 1, pour nous, en tout cas, les personnes s'investissent pour développer la marque. Donc, en fait, les gens ne bénéficient pas de la marque en tant que telle de Cause, puisqu'on la construit tous, en fait. Donc, c'est nous qui la construisons, donc visuellement. Et donc, beaucoup de contenu d'ailleurs, bravo pour ça. On fait pas mal de contenu et c'est vrai, on a une équipe top, on a des gens investis, engagés, génial, qui croient en ce modèle. Et c'est ça en fait la force, je pense, de collectifs qui marchent. Mais pour répondre à ta question, en tout cas sur le côté CFO, une évidence, c'est que pour moi, c'est un métier qui va prendre de l'ampleur et qu'on va voir de plus en plus dans les entreprises. Donc, chez Cause, en tout cas, ça me prend un petit peu de temps. Moi, je suis toujours free, donc je suis toujours tu fais toujours des stratégies. J'ai beaucoup aussi de direction de projet, puisque parfois, il y a des projets, tu vois, où on a plus de 10 ou 12 personnes pour un client. Donc, c'est énorme, du coup, la mise en place, l'organisation. Mais en fait, c'est bon, ça fonctionne, en fait. Maintenant que... Et c'est... Donc, j'ai beaucoup ce profil-là. Et donc, on a mis enfin un mot sur mon travail. Qui est du coup qui n'existait pas vraiment avant, en fait, au fond. Non, c'est clair, c'est complètement nouveau. Depuis 1 ou 2 ans... C'est là que ça existe pour de vrai, en fait. Le sourcing, l'onboarding, le management de free, et puis la fidélisation. Il faut au moins garder une équipe pendant 2 ans, sachant que chez Cause, j'aime pas le mot turnover, parce que nous, en fait, on est un collectif mouvant. Mais en tout cas, les gens du cercle 1, donc ce noyau dur, sont pour la plupart là depuis toujours. Ou alors, depuis les 2 ans, depuis la création. Coup, ou alors, ils lancent une boîte à côté ou une start-up, et donc du coup, ils veulent se désétiqueter aussi pour se recentrer, pour leur personal branding, tu vois, par exemple. Ah, c'est intéressant. Je pense que je vais venir sur un autre point qui est hyper intéressant par rapport à ça aussi, parce que dans le même espace-temps, depuis les, disons, 3-5 dernières années, comme le freelancing se développe, les plateformes dont tu parlais au début de mise en relation entre les besoins clients et donc en termes de j'ai besoin de ressources de freelance avec des compétences précises, et les freelances qui ont besoin, du coup, et cherchent des missions, forcément, il y a un point de rencontre entre les deux, d'où un potentiel de plateforme, ce qui fait qu'il y en a de plus en plus. Je sais que chez Cause, vous avez des croyances assez fortes sur ce genre de choses et que vous mettez en avant dans votre communication. J'ai bien aimé d'ailleurs votre vidéo de lancement, à un moment où tu dis nous on croit que, on pense ça, et j'adore cette manière de se présenter par ses croyances. Je trouve ça génial. Parce qu'on est engagé et il faut l'être pour avancer aujourd'hui. C'est clair, je te rejoins totalement sur ça. Et du coup, il y a une de ces croyances où vous dites, pour toi et pour vous, du coup, collectivement, il y a trop de plateformes digitales basées sur des algorithmes qui vendent le fait de on va faire correspondre un besoin parfait avec l'humain qui va en face, qui colle avec même les soft skills, etc. C'est devient ce genre de choses dont on parle. Et toi, dans une vidéo, tu dis il y a rien qui pourra remplacer le café et la rencontre humaine. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce positionnement-là et de la différence du coup que tu vois entre collectif et plateforme? J'ai rien contre l'intelligence artificielle ni contre les plateformes, mais je pense qu'on est dans une ère où il y a trop... on est dans la Startup Nation, il y a trop de startups tuent les startups. En plus, quand on sait qu'il y en a, je sais plus si c'est le chiffre, si c'est 7 ou 9 sur 10 qui c'est énorme, c'est 75% je crois qui... Donc on nous sort de la Startup Nation à toutes les sauces. Ça commence à être un peu
lourd. Et en fait, oui, je pense qu'il y a trop de plateformes de mise en relation, le nombre de gens qui nous contactent. Je lance une plateforme de mise en relation pour faire ci, ça, pour tout, rien, il y a des plateformes de mise en relation. Ouais. Ok, revenons un peu en arrière. Alors, je dis pas que c'est pas bien de faire des pas en avant. Je suis dans le digital, j'ai 30 ans, 31. Je ne vais pas mentir sur ce podcast. Donc voilà, j'ai 20 ans. Je veux dire, je suis à fond dans le digital. J'ai toujours mon téléphone dans la main, mon ordi, c'est mon outil de travail, c'est ma maison, c'est ma vie. Donc évidemment que je suis la première utilisatrice, il faut pas se mentir, tu vois. Enfin, quoique, je suis un peu has-been sur le sujet quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que trop de plateformes tuent les plateformes. Et je pense en effet que rien ne vaut un bon café avec des gens qui se touchent, qui discutent, qui échangent. C'est aussi un petit peu du coup ton domaine, hein, avec le podcast notamment, tu vois des gens. D'ailleurs, à noter, je fais aucun podcast en visio. Je fais tout en présentiel, même s'il faut que je me déplace, et je l'ai fait à Clermont, par exemple, sur la saison 2. Mais bravo parce que je trouve qu'on a, comme tu dis, on n'a pas les mêmes relations avec les gens quand on est en présentiel, on n'a pas la même profondeur d'échange et de discussion. Et ça, c'est vraiment précieux pour moi dans ce projet du podcast. Du coup, je te rejoins entièrement sur ce point de vue-là, qu'il n'y a rien qui vaut la vraie discussion humaine présente où on peut se toucher et se voir. Et moi, ma vraie question, c'est qui va sur ces plateformes ? En fait, vraiment, qui se dit à un moment donné, je vais chercher un talent, et qui, en fait, finalement, est-ce qu'on préfère pas passer un coup de fil à une personne de confiance ? Et donc c'est un peu ce que je me suis dit en lançant le collectif Cosmosie au tout début. C'est que j'avais des clients de confiance, et en fait, c'était on appelle Pauline parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est bien, qui est fiable, qui est professionnel et qui est bien entouré. J'ai eu exactement les mêmes expériences où je suis devenu pour mes clients. Je me balance au tout début. Non, mais t'en fais pas, hein, non, mais je suis devenu pareil pour mes clients, la personne qu'on appelait quand on avait besoin de trouver des freelances. Et même aujourd'hui, on me demande, t'as pas un profil qui fait ci, qui fait ça. Comme je suis de plus en plus actif sur d'autres choses, je suis de moins en moins dans la recherche de ces profils-là, donc j'arrive pas toujours maintenant à répondre. Mais pendant 3 ans, j'étais cette personne-là qu'on appelait pour trouver des choses. Une personne ressource. Et je pense que moi, la réflexion que j'ai par rapport aux plateformes et les clients qui vont dessus, c'est que les gens et les clients savent de plus en plus, j'ai besoin de trouver un freelance, c'est plus agile pour moi, il y a plein d'avantages à ça. Mais quand ils sont confrontés à ce besoin, ils savent pas où chercher. Ils se retrouvent un peu perdus, comme nous on a pu l'être les premiers jours quand on se lance, à pas savoir où trouver des missions. Mais ils se retrouvent pareil, à pas savoir où trouver des compétences. Et on le voit avec l'excellent parcours de Welcome to the Jungle, etc. Les entreprises savent, je ne pense, plus assez bien recruter. Sauf quand il y a des profils de recruteurs dont c'est le métier depuis super longtemps et qui font super bien leur taf. Et bravo pour ceux qui adorent ça et qui sont loin dedans. Mais je pense que, tu vois, j'imagine, moi, quand je sortais de ma formation, si je devenais RH, et rien que voir à quel point c'est galère de trouver des stagiaires avec le bon profil, de trouver des juniors qui sortent d'école, qui ont le bon profil, c'est tellement difficile que je pense que, d'autant plus sur le freelancing qui est nouveau, les clients n'ont juste aucune idée. Et du coup, ils se disent, bon, bah... On est des poissons volants, donc rien ne nous oblige à... Donc en fait, finalement, aujourd'hui, les entreprises doivent nous séduire pour qu'on intègre la boîte. Alors qu'avant, on venait pleurer pour avoir un job, c'est toi qui devais te vendre. Aujourd'hui, c'est les boîtes qui doivent se vendre. Et je pense que du coup, elles comprennent plus comment faire. D'où le fait que leur réflexe, c'est de se dire, bon, bah... je vais sur une plateforme pour trouver un freelance parce que j'ai aucune idée de comment le trouver. Et je pense que c'est ça que les entreprises et les plateformes ont bien compris, c'est qu'elles ont un vrai rôle à jouer, un peu comme un CFO. Tu vois, c'est un peu les mêmes besoins auxquels on répond d'une manière différente. Mais les plateformes l'ont compris en se disant, elles ont aucune idée de trouver ces talents. Nous, on va les réunir en montrant qu'on a des missions. On va centraliser ces missions et on va parler aux clients en disant, à l'entreprise, pardon, en disant, vous avez aucune idée de trouver des freelances. Nous, on a créé une communauté, une plateforme où vous pouvez les trouver. Et je pense que c'est devenu un réflexe. Oui, bien sûr. Et effectivement, le rôle que tu as en tant que CFO, je pense qu'il est hyper intéressant et il va se développer d'apprendre aux entreprises à la fois comment mieux travailler avec les freelances, mais aussi comment mieux les sourcer, les chercher. Oui, tout à fait. Pour sortir des plateformes. C'est mon souhait dans les années à venir de pouvoir accompagner des entreprises dans ce sens. Parce qu'il y a un vrai travail d'évangélisation, mais d'éducation, de pédagogie à avoir avec les boîtes. Pédagogie, c'est clair. C'est nécessaire. Et donc, je trouve intéressant
alors déjà aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes quand même. Alors là, donc tout à l'heure je parlais vraiment des plateformes de mise en relation au niveau global. Donc là, je parlais même plus de l'économie collaborative, peer-to-peer, de manière plus large. T'as besoin d'une scie pour réparer ta table, ce genre de truc. Ouais, carrément. Okay. Et en fait aujourd'hui, typiquement pour ça, il y a plein d'assos de quartier, tes voisins, des trucs qui existent. Mais quand même, il y a des super plateformes aussi. Qui ont changé plein de choses. Sont top. Sur la partie vraiment plateforme numérique de mise en relation entre les free et les entreprises, pourquoi pas, je trouve ça même relativement intéressant, mais pour moi il n'existe pas un meilleur algorithme qu'un bon café pour comprendre les besoins d'un client, trouver les bonnes personnes. En fait je m'interroge, j'aimerais bien un jour tu vois, prendre un café justement avec, et pourquoi pas que la prochaine fois que je viendrai à Paris, j'inviterai ou je proposerai à tous les mecs qui ont des plateformes de mise en relation de boire un café et de leur demander concrètement c'est quoi l'algorithme en fait. Parce qu'en fait quel est le processus, comment en fait l'intelligence artificielle peut répondre à ça, c'est quand même un truc de fou. C'est intéressant comme réflexion. Et c'est vraiment intéressant comme réflexion. Je pense que dans la vision qu'on a plutôt, comme on disait, sur la relation où tu rencontres quelqu'un, tu vois aussi où il y a un fit de personne à personne, au-delà de compétences à besoin. Il y a un vrai... c'est une alternative aux plateformes, en fait. Pour moi, la structuration de multiples collectifs de freelance dans l'écosystème, c'est une vraie alternative à « je suis indépendant, je sais pas trouver des missions, je les cherche, je vais sur une plateforme ». On pourrait se dire, plutôt que d'aller sur une plateforme, je vais essayer d'intégrer un collectif où il y a d'autres gens comme moi pour trouver des missions comme ça. C'est exactement ça. C'est que demain, le futur du travail, ce ne seront plus les plateformes numériques de mise en relation. Ce n'est pas possible. Mais c'est le regroupement de personnes. Ça existera. Alors déjà, il n'y en aura plus 15, mais il y en aura peut-être une ou deux. Ça, c'est une chose. Mais comme tu vas me dire, toutes les plateformes, il y en a à un moment donné, il y en a une qui sort du lot, puisque les autres ne peuvent plus lever de fonds. Cette course à la levée de fonds, moi, c'est des choses que j'observe de très loin. Ce n'est pas mon monde. C'est pas une entrepreneuse qui lève des fonds. C'est très passionnant. Ouais, mais peut-être qu'un jour, tu vois, faut jamais dire jamais. C'est vrai. Il peut y avoir des projets dans ce sens d'ailleurs, mais il faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me passionne entre guillemets. Mais je pense qu'à terme, en effet, Thomas, il y aura de moins en moins de plateformes numériques. Une ou deux vont ressortir du lot, et en effet, il va y avoir par contre une recrudescence de collectifs. Ça, je pense aussi. C'est une évidence, et je pense qu'on peut le pressentir, toi comme moi. Ouais, je suis carrément d'accord, et d'autres personnes avec qui j'ai discuté qui, en des collectifs, réfléchissent à ça, les lancent, ont les mêmes convictions que nous. Donc, intéressant de voir où ça va. Ouais. Je vois que l'heure tourne. Trop de trucs à se raconter. J'avais envie d'aller encore plus loin, j'avais d'autres questions, mais malheureusement je vais devoir me restreindre et il faudra qu'on fasse d'autres discussions et d'autres formats. Avec plaisir. Mais du coup, on va arriver sur les questions rituelles de fin de podcast. La première question, et je vais peut-être en sauter une parce que la salle où on est louée dans pas longtemps, et j'ai pas envie qu'on nous interrompe. Et du coup, la question que je vais te poser, c'est si t'étais face à ton toi du passé, plus jeune, c'est le premier jour où tu te lances en freelance, alors je te laisse choisir si c'est le premier jour à plein temps ou tes premières missions en mode slasheuse à côté de ton CDI et de ce que tu faisais chez WeShare. Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, le fait de lancer le collectif, etc., c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même pour ce premier jour, avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui? Alors, j'ai une citation et voilà, donc ça va être patience. Il faut être patient. Tout arrive à point à qui sait attendre, mais pas attendre sans proactivité. Moi, je suis une flèche, tu vois, je te l'ai dit, tous les matins, je me réveille. Oh, trop bien, il fait beau, trop cool, cette journée démarre, je suis trop heureuse. C'est insupportable, je pense. Et surtout pour mon compagnon, comme je disais tout à l'heure. Mais en gros, c'est aller très vite. Et je suis très impatiente. Je suis une flèche. Quand j'ai une idée, on demande aux entrepreneurs d'avoir une vision. Je suis une entrepreneuse, je suis une freelance et j'ai une vision. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai tellement d'idées. C'est ce que je disais à mon amie Lise tout à l'heure. Lise, si tu m'entends, petit coucou. Et du coup, ce que je disais à Lise tout à l'heure, c'est l'impatience. C'est difficile quand on a trop d'idées. Il y a des gens, tu vois, ils ont pas d'idées. Genre, ils payent des gens pour avoir des idées. Et moi, j'en ai trop à la minute. Et du coup, c'est hyper frustrant de pas pouvoir les réaliser. Ça me blase. Donc, patience, Pauline. Et du coup, c'est aussi, je dirais, on récolte ce que l'on sème. Et en fait, ça, c'est valable pour tout le monde. Et aussi pour toi, Thomas, tu crées beaucoup de contenu. On en parlait encore aussi avec Lise ce midi. En fait, quand on produit de la qualité, quand on fait des choses pour les gens qui répondent à un besoin,
qui au démarrage n'ont pas de modèle économique, ce qui a été le cas de mon blog Vélo Boulot Bordeaux, du groupe Freelance à Bordeaux, que je modère aujourd'hui. C'était juste créer du contenu pour partager, quoi. Et bien un jour, on récolte ce que l'on sème. Donc, et un jour, en fait, toutes ces petites graines qu'on a semées, du coup, à un moment donné, il y a tout qui tombe en même temps. Et en gros, les petites graines que j'ai semées en freelance, en galérant, à gagnant que dalle, en lançant mon blog où il n'y avait pas de modèle économique et parce que j'en voulais pas, en lançant le groupe Freelance à Bordeaux que je modère toujours aujourd'hui 2 ans après avec autant de kiff. Et bien aujourd'hui, ça a donné naissance, après mûre réflexion et travail intense pendant 2 ans, à ce collectif Cosme. Ouais. Qui est aujourd'hui un modèle précurseur, avant-gardiste, mais aussi, je crois, qui est le futur du travail, où l'horizontalité est là, la bienveillance est là, la bonne entente est là, et en fait, juste, tu peux gagner ta vie en fondant des modèles qui sont cool, quoi. Et en fait, c'est possible. Ouais. On en est la preuve, tu vois, chez Cosme. Et du coup, ça me fait dire qu'il faut être patient. Et qu'il faut et qu'un jour tu récoltes ce que tu sèmes. Je suis entièrement d'accord et je trouve effectivement que moi c'est ce que je ressens beaucoup avec les contenus que je crée. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que je l'ai déjà dit, mais le fait de m'investir à tel point pour apporter des choses à des gens pour qui j'ai vraiment envie d'apporter des choses. Les freelances, c'est des gens qui m'inspirent incroyablement par tous leurs rêves de liberté, leurs projets, enfin toutes les envies qu'ils ont derrière que je partage. J'ai tellement envie de leur permettre de continuer d'avancer et du coup effectivement c'est même pas un travail entre guillemets pour moi de créer tout ça. Et effectivement bien sûr ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend de la réflexion, plein de ressources, mais à terme ce qui me revient rien que dans la satisfaction de recevoir des messages de remerciements, des échanges que j'ai avec les gens, c'est incroyable d'avoir ça. Et vraiment je pèse mes mots, c'est incroyable et ça me donne comme on disait tous les matins j'ai envie de continuer, quoi. Et c'est fou d'avoir ça dans ma vie. L'autre question qui est du coup une invitation à la question pour les gens qui nous écoutent du coup, si tu avais une question à leur partager cette semaine pour qu'ils réfléchissent sur leur activité, à leur vie de freelance, en gros qu'ils se questionnent sur eux-mêmes et où ils en sont, c'est quoi la question que tu as envie de leur poser? La question que je vais poser à tous les freelances qui font partie du collectif Cosme de près ou de loin, si vous êtes déjà freelance, dans quoi vous êtes expert? Chez Cosme, je dis toujours que moi j'ai énormément, on a de la chance d'avoir énormément de demandes de freelance qui veulent intégrer le collectif. Et ce que je n'aime pas, ce sont les moutons à 5 pattes, les gens qui savent faire trop de choses. Alors à la fois c'est cool, mais je dis toujours, si tu fais 3 choses à la fois, si tu es expert dans 3 domaines, dans quoi tu es le meilleur? Ça, c'est une vraie question et chez Cosme, ça les fait tous rire parce qu'en vrai, c'est la question que j'ai posée à tous les free du collectif Cosme ou à tous les freelances que je rencontre quand je source des profils. Dans quoi tu es le meilleur? Dans quoi tu es expert? Mais qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? J'ai envie d'apporter une nuance pour ça parce que je la trouve géniale cette question. Il y a un truc que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est que quand on parle d'expert ou de spécialiste, je pense qu'il n'y a pas que sur des compétences hard skills très concrètes, genre expert réseaux sociaux par exemple, mais ça peut être aussi sur d'autres, plutôt sur du comment on fait, ou sur du soft skills. Moi par exemple, là comment je structure mon activité aujourd'hui, c'est que là où je me sens le plus à ma place, le plus expert et où j'apporte le plus de valeur à mes clients, c'est sur des formats de workshop, d'animation, de fédération et de prise de parole en public. Et ça, je le fais super bien sur différents volets qui sont l'idéation, le storytelling, le branding et la communication. Ce qui fait dire que je ne me présente pas en disant je suis expert de la raison d'être dans le branding, mais plutôt ma manière de ce que je vends à mes clients, c'est plutôt une autre méthode de travail où je me sens expert dans la méthodologie de travail au-delà de la finalité. Bien sûr, j'intègre des gens qui, sur les compétences concrètes, sont plus avancés que moi, ont des meilleures compétences avec qui je suis complémentaire, mais mon expertise elle est plutôt sur le comment je travaille plutôt que sur le qu'est-ce que je fais concrètement. Et ça je trouve c'est une autre question intéressante qui permet de prendre du recul pour les gens qui ne se reconnaissent pas. Le chemin pour y arriver en fait finalement. Parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent pas dans il faut que tu sois expert de l'acquisition pour les pharmacies sur du Facebook Ads, tu vois. Sur des niches de dingue, mais c'est clair qu'il y a plein de temps perdu. Et je trouve que du coup pour les gens qui se disent mais non mais moi j'ai envie d'être le mouton à 5 pattes, le couteau suisse, c'est une question intéressante de se demander est-ce que t'es pas expert dans un comment plutôt que dans un quoi. Alors après, en tout cas... Il y a un autre débat entièrement... C'est hyper intéressant, c'est très très intéressant et ça m'ouvre le champ des possibles.
Et d'ailleurs, ça me fait retravailler sur mes réflexions. Mais en tout cas, chez Cause, on se dit que vu qu'on est une quinzaine ou une vingtaine, eh bien, on veut des gens qui sont extrêmement talentueux dans ce qu'ils font, ou en tout cas dans ce qu'ils aiment le plus faire. Ce qui est une prise de parole et une décision entièrement entendable, parce que de toute façon, c'est un débat, donc... ouais, à côté de la mais pièce, ça m'intéresse. C'est vraiment cool aussi de le renverser. Et en tout cas, pour terminer sur la question, c'était soit de dire à un freelance averti, j'entends, par exemple, ou une personne en tout cas qui est déjà dans la machine du freelancing, dans quoi est-ce que tu es le meilleur, dans quoi est-ce que tu as envie, toi, de travailler. Et pour des gens qui ne seraient pas freelance, il faudrait qu'ils réfléchissent à ce vers quoi, en tout cas, ils aimeraient tendre, de pas se lancer en freelance. Aujourd'hui, pour moi, en fait, je pense que globalement, il faut pas se lancer en freelance dans la com ou ou le marketing global. Enfin, c'est ce qui veut tout et rien dire. Ce qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, pour moi, une personne qui réussit en tout cas à avancer en freelance, c'est une personne qui travaille son personal branding et qui, en un coup d'œil, est capable de dire ce qu'il fait. Quelle est sa plus-value, quelle est sa valeur ajoutée dans cette jungle de freelance. Puisqu'il y en a énormément et de plus en plus, Thomas. Donc il faut quand même, à mon avis, être expert dans son domaine. Tu vois, je pense à, par exemple, cette semaine, j'ai rencontré un vidéaste qui fait aussi des photos. Mais il est les deux, mais il m'a dit, aujourd'hui, je suis plus vidéaste que photographe. Ok. Mais du coup, aujourd'hui, ta plus-value, c'est vidéaste. Ce qui ne t'empêche pas, demain, de bosser pour des missions en free, en photo, pour des clients aussi. Mais du coup, moi, dans ma tête, et même auprès des entreprises, ça résonne quand on pense à Thomas qui est spécialisé en branding, par exemple. On sait que c'est Thomas qu'il faut appeler. Ça, c'est une vraie question. Donc, ma question, c'est dans quoi êtes-vous les meilleurs ? Et qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer ? Réfléchissez à ça cette semaine, mes amis. Bon courage. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Je suis très content de notre discussion. Je suis frustré qu'on puisse pas aller plus loin, mais c'est la vie, on pourra aller plus loin à une autre occasion. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui veulent échanger avec toi, suivre ce que vous faites avec le collectif, où est-ce que je les envoie ? C'est où l'endroit parfait pour interagir avec toi ? Du coup, il y a notre site internet, donc www.collectif-cosme.com. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, et sinon, il y a aussi mon adresse mail que tu connais toi. Du coup, pauline@collectif-cosme.com. Donc, si vous avez des besoins ou si vous souhaitez qu'on échange, trop bien. Avec joie. Je les renvoie vers ça. Ok. Merci beaucoup, Pauline, et du coup, à très vite sur le podcast. À très vite. Merci, Thomas. Ciao. Merci.